Bonjour tout le monde, donc on va commencer la première vidéo de la série Youtubepedia bis, donc série d'introduction. Donc des Youtubepedia bis, il n'y aura que 20 vidéos en tout. Parce qu'après après ça se divisera en Historiapedia et Youtubepedia pour compléter l'Historiapedia. Donc là mais on est dans l'introduction. Comme j'ai dit, parce que il y aura 40 vidéos d'introduction puisque à la base je vais faire 200 vidéos et au final je me suis retrouvé avec plus de 230. Et c'est pour ça que j'ai rajouté une dizaine de thèmes pour que ça fasse 240. Bon voilà. Et du coup il y a 40 vidéos d'introduction en plus des 200 initialement prévus. Et le tout commencera à partir du 1er mai. Le 1er mai. Et donc, dans ces 40 vidéos d'introduction, on verra, comme promis, les corps célestes classés entre la 50e et la 26e place. Mais pour l'instant, on fait l'introduction globale. Donc, j'ai dit que pour l'Historiapédia, je commençais à partir de 10 milliards d'années. Voilà pourquoi je parle du Big Bang tout de suite, puisque c'est l'introduction, la genèse de l'histoire de l'univers. Donc c'est normal d'en parler en premier. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le Big Bang? Attention, ça va, ça va faire boum. Allez, attention. Le Big Bang, qui veut dire le grand boom, est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Donc la cosmologie, on en parlera plus tard. Ça sera la vidéo 2, numéro 2, dans ma série Youtubepedia bis. Alors, de façon générale, le terme Big Bang est associé à toutes les théories qui décrivent notre univers comme issu d'une dilatation rapide. Par extension, il est également associé à cette époque dense et chaude qu'a connue l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Sans que cela préjuge de l'existence d'un instant initial ou d'un commencement à son histoire. La comparaison avec une explosion souvent employée est elle aussi abusive. En effet, contrairement à ce que vous croyez, c'était pas BOUM. Non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça a fonctionné. En tout cas, en théorie. Bon, c'est vrai que le mot bang, ça fait penser à une explosion, mais non. Alors, le concept a été initialement proposé en 1927 par l'astrophysicien et chanoine catholique belge Georges Lemaître, qui décrivait dans les grandes lignes l'expansion de l'univers avant que celle-ci soit mise en évidence par l'astronome américain Edwin Hubble en 1929. Ce modèle est désigné pour la première fois sous le terme ironique de Big Bang lors d'une émission de la BBC, The Nature of Things, le 28 mars 1949, dont le texte fut publié en 1950 par le physicien britannique Fred Hoyle, qui lui-même préférait les modèles d'état stationnaire. Voilà. Le concept général du Big Bang, à savoir que l'univers est en expansion et a été plus dense et plus chaud par le passé, doit sans doute être attribué au russe Alexander Friedman,
qu'il avait proposé en 1922, 5 ans avant le maître. Son assise ne fut cependant établie qu'en 1965, avec la découverte du fond diffus cosmologique, on en parlera, l'éclat disparu de la formation des mondes, sont les termes de Georges Lemaître, qui attesta de façon définitive la réalité de l'époque dense et chaude de l'univers primordial. Albert Einstein, en mettant au point la relativité générale, aurait pu déduire l'expansion de l'univers, mais a préféré modifier ses équations en y ajoutant sa constante cosmologique, car il était persuadé que l'univers devait être statique. Donc Einstein, lui, il disait que l'univers était statique. Maintenant, on dit que l'univers est le contraire de statique, en mouvement. Le terme de Big Bang chaud, le Hot Big Bang, était parfois utilisé initialement pour indiquer que selon ce modèle, l'univers était plus chaud quand il était plus dense. Le qualificatif de chaud était ajouté par souci de précision, car le fait que l'on puisse associer une notion de température à l'univers dans son ensemble n'était pas encore bien compris au moment où le modèle a été proposé au milieu du XXe siècle. Donc il y a un dessin qui retrace l'histoire de l'univers. Alors moi ça me fait penser à un espèce de préservatif avec le... Comment ça s'appelle au bout du préservatif, le réservoir. Et vous voyez, le réservoir, c'est le Big Bang, en fait. Là où ça... où ça... Mais ouais, vraiment le dessin, on croit vraiment Si, si vous avez des schémas, c'est ça. Hein. Donc, ouais. J'y peux rien si j'ai des idées un peu, un peu comme ça, mais bon, c'est ce à quoi me fait penser l'image de concernant l'histoire de l'univers. Bon. Donc on va introduire ce fameux Big Bang. Hein. Alors, la découverte de la relativité générale par Albert Einstein. Je regarde ce que c'est la relativité générale. Ouais, non, pour expliquer ça. Oh là. Bon, ça concerne la gravitation. Bon, la découverte de tout ce qui tourne autour de la gravitation par Albert Einstein en 1915 marque le début de la cosmologie moderne, donc l'histoire du cosmos, hein, où il devient possible de décrire l'univers dans son ensemble comme un système physique, son évolution à grande échelle étant décrite par la relativité générale. Voilà. Einstein est d'ailleurs le premier à utiliser sa théorie fraîchement découverte, tout en y ajoutant un terme supplémentaire, la constante cosmologique, pour proposer une solution issue de la relativité générale, décrivant l'espace dans son ensemble, appelé l'univers d'Einstein. Ce modèle introduit un concept extrêmement audacieux pour l'époque, le principe cosmologique, qui stipule que l'homme n'occupe pas de position privilégiée dans l'univers, ce qu'Einstein traduit par le fait que l'univers soit homogène et isotrope, c'est-à-dire semblable à lui-même, quel que soit le lieu et la direction dans laquelle on regarde. Cette hypothèse était relativement hardie, car à l'époque, aucune observation concluante ne permettait d'affirmer l'existence d'objets extérieurs à la Voie lactée, bien que le débat sur cette question existe dès cette époque.
C'est ce qu'on a appelé en fait le grand débat. Avant, on croyait qu'il n'y avait que la Voie lactée. Alors, au principe cosmologique, Einstein ajoute implicitement une autre hypothèse qui paraît aujourd'hui nettement moins justifiée, celle que l'univers est statique, c'est-à-dire n'évolue pas avec le temps. C'est cet ensemble qui le conduit à modifier sa formulation initiale en ajoutant à ses équations le terme de constante cosmologique. L'avenir lui donne tort car dans les années 1920, c'est vrai comme quoi Einstein peut se tromper, hein, Edwin Hubble découvre la nature extragalactique de certaines nébuleuses, aujourd'hui appelées des galaxies, puis leur éloignement de la galaxie avec une vitesse proportionnelle à leur distance. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble. Dès lors, plus rien ne justifie l'hypothèse d'un univers statique proposé par Einstein. Avant même la découverte de Hubble, plusieurs physiciens, dont Willem de Sitter, Georges Lemaître et Alexandre Friedman, découvrent d'autres solutions de la relativité générale, décrivant un univers en expansion. Leurs modèles sont alors immédiatement acceptés dès la découverte de l'expansion de l'univers. Ils décrivent ainsi un univers en expansion depuis plusieurs milliards d'années. Par le passé, celui-ci était donc plus dense et plus chaud. Dense, ça veut dire que tout se concentrait sur sur moins d'espace. Et après, ça s'est étendu, 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 étendu. Donc, ce qui veut dire que c'était moins dense. Alors, la question, le débat, c'est pour le Big Bang ou pour l'état stationnaire. La découverte de l'expansion de l'univers prouve que celui-ci n'est pas statique, mais laisse place à plusieurs interprétations possibles. Soit il y a conservation de la matière, hypothèse a priori la plus réaliste, et donc dilution de celle-ci dans le mouvement d'expansion, et dans ce cas, l'univers était plus dense par le passé, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Soit on peut imaginer à l'inverse que l'expansion s'accompagne d'une création, voire d'une disparition de matière. Vous imaginez, donc il y a 100% de matière dans un espace réduit et ces 100% se dispersent au fur et à mesure que l'univers s'agrandit. Mais il peut y avoir, au fur et à mesure que l'univers s'agrandit, création de matière, voire ou disparition de matière. Dans ce cadre-là, l'hypothèse la plus esthétique est d'imaginer un phénomène de création continue de matière, contrebalançant exactement sa dilution par l'expansion. Un tel univers sera alors stationnaire. Dans un premier temps, c'est cette seconde hypothèse qui a été la plus populaire, bien que le phénomène de création de matière ne soit pas motivé par des considérations physiques. L'une des raisons de ce succès est que dans ce modèle, appelé théorie de l'état stationnaire, l'univers est éternel. Il ne peut donc y avoir de conflit entre l'âge de celui-ci et l'âge d'un objet céleste quelconque. A l'inverse, dans l'hypothèse du Big Bang, l'univers a un âge fini que l'on détruit directement de son taux d'expansion. Que l'on déduit, pourquoi j'ai détruit que l'on déduit directement de son taux d'expansion. Voir l'équation de Friedman, pour ceux qui aiment bien se prendre la tête. Dans les années 1940, le taux d'expansion de l'univers est très largement surestimé, ce qui conduisait à une importante sous-estimation de l'âge de l'univers. Or, diverses méthodes de datation de la Terre indiquaient que celle-ci était plus vieille
que l'âge de l'univers estimé par son taux d'expansion. Les modèles de type Big Bang étaient donc en difficulté vis-à-vis de telles observations. Ces difficultés ont disparu à la suite d'une réévaluation plus précise du taux d'expansion de l'univers. Donc en fait, au début on s'était trompé, parce qu'au début on trouvait que la Terre était plus vieille que l'univers, ce qui n'est pas possible. La Terre ne peut pas être plus vieille que l'univers. Donc après on a refait les calculs, on s'est dit, oh bah non finalement, la Terre fait partie de l'univers. Voilà. Alors, quelles sont les preuves observationnelles? Deux preuves observationnelles décisives ont donné raison au modèle du Big Bang. Il s'agit de la détection de ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. On en parlera juste après, ne vous inquiétez pas. Rayonnement de basse énergie, donc du domaine du micro-ondes, vestige de l'époque chaude de l'histoire de l'univers, et la mesure de l'abondance des éléments légers, c'est-à-dire des abondances relatives de différents isotopes de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium qui se sont formés pendant la phase chaude primordiale. Ces deux observations remontent au début de la seconde moitié du XXe siècle et ont assis le Big Bang comme le modèle décrivant l'univers observable. Outre la cohérence quasi parfaite du modèle avec tout un autre ensemble d'observations cosmologiques effectuées depuis, d'autres preuves relativement directes sont venues s'ajouter. L'observation de l'évolution des populations galactiques et la mesure du refroidissement du fond diffus cosmologique depuis plusieurs milliards d'années. Et on y arrive à ce fameux fond diffus cosmologique. Mais c'est pareil, on ne développera pas, je ne développerai pas le sujet. Donc pour ceux que ça intéresse, ils peuvent rechercher, ils peuvent faire des recherches là-dessus. Donc, l'expansion induit naturellement que l'univers a été plus dense par le passé. À l'instar d'un gaz qui s'échauffe quand on le comprime, l'univers devait aussi être plus chaud par le passé. Cette possibilité semble évoquée pour la première fois en 1934 par Georges Lemaître, mais n'est réellement étudiée qu'à partir des années 1940. Selon l'étude de Georges Gamow, entre autres, l'univers doit être empli d'un rayonnement qui perd de l'énergie du fait de l'expansion, selon un processus semblable à celui du décalage vers le rouge du rayonnement des objets astrophysiques distants. Bon, après, il faut s'y connaître en rayonnement. Bon, parce qu'un décalage vers le rouge, moi ça me dit rien. Quoi. C'est sûrement des lumières, donc, des rayons couleur rouge. Alors, Gamow réalise en effet que les fortes densités de l'univers primordial doivent avoir permis l'instauration d'un équilibre thermique entre les atomes et par suite l'existence d'un rayonnement émis par ceux-ci, par les atomes. Ce rayonnement devait être d'autant plus intense que l'univers était dense et devait donc encore exister aujourd'hui, bien que considérablement moins intense. Gamow fut le premier, avec Ralph Alpher et Robert Herman, à réaliser que la température actuelle de ce rayonnement pouvait être calculée à partir de la connaissance de l'âge de l'univers,
la densité de matière et l'abondance d'hélium. Ce rayonnement est appelé aujourd'hui le fond diffus cosmologique, ou parfois le rayonnement fossile. Il correspond à un rayonnement de corps noirs à basse température de l'ordre de 2,7 kelvins, conformément aux prédictions de Gamow. Sa découverte, quelque peu fortuite, est due à Arnaud Alan Penzias et Robert Woodrow Wilson en 1965, qui seront récompensés par le prix Nobel de physique en 1978. L'existence d'un rayonnement de corps noirs est facile à expliquer dans le cadre du modèle du Big Bang. Par le passé, l'univers est très chaud et baigne dans un rayonnement intense. Sa densité, très élevée, fait que les interactions entre matière et rayonnement sont très nombreuses, ce qui a pour conséquence que le rayonnement est thermalisé, c'est-à-dire que son spectre électromagnétique est celui d'un corps noir. L'existence d'un tel rayonnement dans la théorie de l'état stationnaire est par contre quasiment impossible à justifier, bien que ces rares tenants affirment le contraire. Bien que correspondant à un rayonnement à basse température et peu énergétique, le fond diffus cosmologique n'en demeure pas moins la plus grande forme d'énergie électromagnétique de l'univers. En effet, près de 96% de l'énergie existant sous forme de photons se trouve dans le rayonnement fossile. Le rayonnement d'origine. Les 4% restants résultant du rayonnement des étoiles dans le domaine visible et du gaz froid dans les galaxies en infrarouge. Ces deux autres sources émettent des photons certes plus énergétiques mais nettement moins nombreux. Dans la théorie de l'état stationnaire, on est à l'époque où les étoiles n'existent pas. Hein. Donc il ne faut pas confondre l'énergie venant du rayonnement fossile, c'est-à-dire au moment du Big Bang, et de l'énergie venant des étoiles. Vous pouvez remettre la vidéo en arrière, hein, c'est pas interdit. Dans la théorie de l'état stationnaire, l'existence du fond diffus cosmologique est supposée résulter d'une thermalisation du rayonnement stellaire par d'hypothétiques aiguillettes de fer microscopiques. Un tel modèle s'avère en contradiction avec les données observables, tant en termes d'abondance du fer qu'en termes d'efficacité du processus de thermalisation. Il est impossible d'expliquer, dans ce cadre, que le fond diffus cosmologique soit un corps noir quasiment parfait, ou soit en termes d'isotropie. On s'attendrait à ce que la thermalisation soit plus ou moins efficace selon la distance aux galaxies. La découverte du fond diffus cosmologique fut historiquement la preuve décisive du Big Bang. Alors j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, c'est de la science physique. C'est pas évident à expliquer simplement. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Primordiale, c'est-à-dire de base, enfin ce qui est venu en premier. Primordial, premier. On est au Big Bang, nous l'oublions pas. Dès la découverte de l'interaction forte, bon, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est l'interaction forte, pareil, renseignez-vous là-dessus, hein, si vous avez à comprendre quelque chose. Donc, dès la découverte de ce qu'on appelle l'interaction forte, et du fait que c'était elle
qui était la source d'énergie des étoiles, s'est posé la question d'expliquer l'abondance des différents éléments chimiques dans l'univers. Pourquoi il y a du plomb, pourquoi il y a de l'hélium, de l'oxygène, du radium, du... Enfin, j'ai pas tous les cités non plus. Hein. Au tournant des années 1950, deux processus expliquant cette abondance étaient en compétition. La nucléosynthèse stellaire et la nucléosynthèse primordiale. Donc l'une qui vient des étoiles et l'une qui vient des origines. Des tenants de l'idée d'état stationnaire, comme Fred Hoyle supposait que de l'hydrogène était produit constamment au cours du temps et que celui-ci était peu à peu transformé en hélium, puis en élément plus lourd au cœur des étoiles. La fraction d'hélium ou des autres éléments lourds restait constante au cours du temps, car la proportion d'hélium augmentait du fait de la nucléosynthèse, mais diminuait en proportion semblable du fait de la création d'hydrogène. A l'inverse, les tenants du Big Bang supposaient que tous les éléments, de l'hélium à l'uranium, avaient été produits lors de la phase dense et chaude de l'univers primordial. Donc, pour les tenants du Big Bang, tout a été produit au tout début. Et les autres disent que ça a été produit lors de la formation des étoiles. Alors, le modèle actuel emprunte évidemment aux deux hypothèses. En effet, la bonne réponse, c'est que euh, c'est qu'il y a certains éléments chimiques qui proviennent euh, du, du début, hein, du tout début de l'univers, et d'autres qui proviennent des étoiles, de la formation des étoiles. Voilà. Donc d'après celle-ci, c'est qu'il emprunte aux deux hypothèses. L'hélium et le lithium ont effectivement été produits pendant la nucléosynthèse primordiale. Mais les éléments plus lourds, comme le carbone ou l'oxygène, ont été créés plus tard au cœur des étoiles. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. La principale preuve de cela vient de l'étude de l'abondance des éléments dits légers, hydrogène, hélium, lithium, dans des quasars lointains. D'après le modèle du Big Bang, leur abondance relative dépend exclusivement d'un seul paramètre, à savoir le rapport de la densité de photons à la densité de baryons, photon-baryon, qui est quasi constant depuis la nucléosynthèse primordiale. Alors ce qu'on trouve en plus grande quantité dans l'univers, c'est l'hydrogène. Après tout le reste des éléments chimiques, il y en a plein. On ne peut pas tous les citer, il y en a un foison. Quoi. Mais ça représente que 4% de l'univers. Hein. Tout ce qui est uranium, tout ce qui est radium, tout ce qui est oxygène, carbone, et j'en passe. Hein. Alors, à partir, en plus, on peut faire des combinaisons. À partir de ce seul paramètre, que l'on peut d'ailleurs mesurer par d'autres méthodes, on peut expliquer l'abondance des deux isotopes de l'hélium, qui sont le 3He et le 4He. Donc 3He, ça veut dire c'est de l'hélium avec 3 protons, et le 4He, ça veut dire de l'hélium avec 4 protons. Et, et bien sûr, c'est du lithium, qu'on appelle le 7Li. Pourquoi 7Li? Parce que c'est du lithium avec 7 protons. Alors pour ceux qui ont fait des sciences physiques, savent ce que c'est des protons, même si ça reste
compliqué à, compliqué à comprendre puisque c'est des choses qu'on ne peut pas observer à l'œil nu. C'est juste des protons. Le, le carbone aussi contient du proton. Donc on observe également une augmentation de la fraction d'hélium au sein des galaxies proches, signe de l'enrichissement progressif du milieu interstellaire par les éléments synthétisés par les étoiles. Voilà. Donc nucléosynthèse, ça veut dire la synthétisation des, des éléments chimiques. Alors évidemment, on va parler maintenant de l'évolution des galaxies. Donc le modèle du Big Bang présuppose que l'univers ait été par le passé dans un état bien plus homogène qu'aujourd'hui. La preuve on est apporté par l'observation du fond diffus cosmologique, encore lui, hein, dont le rayonnement est extraordinairement isotrope. Les écarts de température ne varient guère plus d'un 100 millième de degré selon la direction d'observation. Alors, il est donc supposé que les structures astrophysiques, c'est-à-dire les galaxies ou les amas de galaxies, n'existaient pas à l'époque du Big Bang, mais se sont peu à peu formées. Le processus à l'origine de leur formation est d'ailleurs connu depuis les travaux de Jenkins en 1902 et ça s'appelle l'instabilité gravitationnelle. Le Big Bang prédit donc que les galaxies que nous observons se sont formées quelque temps après le Big Bang et d'une manière générale que les galaxies du passé ne ressemblaient pas exactement à celles que l'on observe dans notre voisinage. Comme la lumière voyage à une vitesse infinie, non, une vitesse finie plutôt, pas infinie, à une vitesse déterminée. Il suffit de regarder des objets lointains pour voir à quoi ressemblait l'univers par le passé. Voilà. Donc tout ce qu'on observe au loin, c'était l'univers de l'époque. L'observation des galaxies lointaines, qui d'après la loi Hubble ont un grand décalage vers le rouge, montre effectivement que les galaxies primordiales étaient assez différentes de celles d'aujourd'hui. Les interactions entre galaxies étaient plus nombreuses, les galaxies massives moins nombreuses, ces dernières étant apparues plus tard des suites des phénomènes de fusion entre les galaxies. De même, la proportion de galaxies spirales, elliptiques et irrégulières varie au cours du temps. Bon. Parce que je rappelle qu'il y a trois types de galaxies. Il y a les spirales, les elliptiques et les irrégulières. Toutes ces observations sont relativement délicates à effectuer, en grande partie car les galaxies lointaines sont peu lumineuses et nécessitent des moyens d'observation très performants pour être bien observées. Depuis la mise en service du télescope spatial Hubble en 1990, puis des grands observatoires au sol VLT, Keck, Subaru, l'observation des galaxies à grand redshift a permis de vérifier les phénomènes d'évolution des populations galactiques prédits par les modèles de formation et d'évolution des galaxies dans le cadre des modèles du Big Bang. Donc l'observation des galaxies à grand redshift, vous avez dans redshift, vous avez le mot rouge. Donc c'est par rapport aux longueurs d'onde de couleur rouge. Voilà.
l'étude des toutes premières générations d'étoiles et de galaxies demeure un des enjeux majeurs de la recherche astronomique du début du XXIe siècle. Vous voyez que même les physiciens ne savent même pas, hein, c'est pas des gens comme vous et moi qui allaient comprendre. Hein. Même eux, ils comprennent pas. Donc. Et pourtant, ils ont un QI très largement supérieur au mien. Et j'ai pas un QI très élevé non plus. Hein. Donc, mesure de la température du fond diffus cosmologique à grand décalage vers le rouge. En décembre 2000, Raghunathan Srihanan, Patrick Petitjean et Cédric Ledoux ont mesuré la température du fond diffus cosmologique baignant un nuage interstellaire dont ils ont observé l'absorption du rayonnement émis par le quasar d'arrière-plan, le PKS 1232 plus 0,15, situé à un décalage vers le rouge de 2,57. Bon, c'est des données. Donc je suppose que le rouge, c'est ce qui vient après l'ultraviolet, en fait. Ouais, parce que quand on regarde le schéma en forme de. Qui ressemble à un espèce de préservatif, on voit qu'il y a des variations de couleurs. Je pense que le rouge, c'est des galaxies qui sont très 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 lointaines. Et nous ce qu'on peut percevoir à une vue, c'est l'ultraviolet en fait. Donc, l'étude du spectre d'absorption permet de déduire la composition chimique du nuage, mais aussi sa température, si on peut détecter les raies correspondant à des transitions entre différents niveaux excités de divers atomes ou ions présents dans le nuage, dans le cas présent du carbone neutre. La principale difficulté dans une telle analyse est d'arriver à séparer les différents processus physiques pouvant peupler les niveaux excités des atomes. Alors, les propriétés chimiques de ce nuage, ajoutées à la très haute résolution spectrale de l'instrument utilisé, donc par exemple le spectrographe UVS du Very Large Telescope, ont pour la première fois permis d'isoler la température du rayonnement de fond. Srihanan, Petitjean et Ledoux ont trouvé une température du fond diffus cosmologique comprise entre 6 et 14 kelvins, en accord avec les prédictions du Big Bang qui était de 9,1 kelvins. Étant donné que le nuage est situé à un décalage vers le rouge de 2,33 771. Alors moi je sais pas comment ça fait entre 6 et 14 kelvins. Oh, attends, hop. On va, on va voir. Alors, Kelvins, mon ami. Alors, à savoir que déjà à 0 Kelvins, on est à moins 273 degrés. Et là, ils ont dit entre 6 et 14. Ouais, donc c'est des températures négatives. Nanana. Je sais pas s'il y a une con. Non, bah, malheureusement non. Conversion. Bon, ça c'est terminé, ok, c'est fait. Je sais pas si on peut convertir. Déjà, il faut savoir que 0 Kelvin
égale moins 270 degrés. Hein. Donc on doit être... Ah, on doit être très froid en fait. Hein. Donc on imagine que le... Maintenant ils disent que le Big Bang était très chaud. Oh là, j'y comprends plus. Ouais, enfin voilà, vous ferez vos recherches pour convertir des kelvins en degrés Celsius. Ça fait perdre du temps. Alors, du coup, ça nous amène vers la chronologie de l'histoire de l'univers. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire ça aujourd'hui ou est-ce qu'on fera ça la prochaine fois? On va faire ça aujourd'hui. Ouais, on va faire ça aujourd'hui, parce que de toute façon, c'est- euh, moi, ce que je voudrais bien, c'est diviser les vidéos en deux parties. Mais j'arrive pas à voir. Non, attendez 5 minutes. Mhm. Enfin, ça va faire des vidéos longues, mais c'est pas grave. Hein. Parce que trois parties, ça fait comme beaucoup. Il faudrait que j'ai une espèce de règle pour mesurer où tombe le milieu. J'ai pas ça dans les parages. Attendez. Ah, c'est. J'ai ma boîte qui est là. Attends, ça fait ça. Ça fait ça. Le milieu. Le milieu, ça serait là à peu près. Non, c'est pas bon ça. Ah, c'est une petite pause, hein, je suis en train de réfléchir. Ça arrive là. Je fais n'importe quoi. Ouais, de là à là. Alors, comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8. Ça arrive ici. La prochaine fois, j'essaierai de préparer mon truc à l'avance. De telle façon que ça coupe vraiment en deux. Ou je vais prendre une règle. Hein. La prochaine fois, je prendrai une règle, ce sera plus simple. Donc on va attaquer dans quelques instants l'histoire de l'univers. Donc tout par rapport au Big Bang. Donc ça tombe là, ok. Ok. Donc on va remonter. Voilà, comme ça. Voilà, on va y arriver. Ok. Moi je note le plan. Donc on va aller jusqu'au problème apparent. Problème apparent. Alors ça fera peut-être une vidéo d'1h30 du coup. Hein. Ok. Ok, superbe. Donc la prochaine fois, je calculerai pour que la vidéo s'arrête
à la moitié. De toute façon, je suis pas. Déjà, si vous arrivez jusqu'à là, vous n'avez pas décroché, c'est que c'est bien. Ah oui, hein, comme. Bon, c'est. Ouais, ok. Donc, nous envoie la chronologie de l'histoire de l'univers. Alors, du fait de l'expansion, l'univers était par le passé plus dense et plus chaud. La chronologie du Big Bang revient essentiellement à déterminer à rebours l'état de l'univers à mesure que sa densité et sa température augmentent dans le passé. Donc on va parler de l'univers aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 13,8 milliards d'années. Il y a un schéma, donc c'est l'univers moderne. Donc, donc on va faire le compte à rebours, hein. L'univers est à l'heure actuelle extrêmement peu dense, c'est-à-dire quelques atomes par mètre cube. Et je vous invite pour ceci à voir ce qu'on appelle la densité critique. Et notre univers est également froid. Il faut savoir que l'univers fait à peu près 2,73 kelvins. C'est-à-dire que notre univers fait moins 271 degrés. L'ensemble, hein. En effet, s'il existe des objets astrophysiques très chauds, que l'on appelle des étoiles, notamment le Soleil, le rayonnement ambiant dans lequel baigne l'univers est très faible. Cela provient du fait que la densité d'étoiles est extrêmement faible dans l'univers. La distance moyenne d'un point quelconque de l'univers à l'étoile la plus proche est immense. L'observation astronomique nous apprend de plus que les étoiles ont existé très tôt dans l'histoire de l'univers. En effet, ça date de moins d'un milliard d'années après le Big Bang. Et à savoir que les étoiles et les galaxies existaient déjà en nombre. Cependant, à des époques encore plus reculées, elles n'existaient pas encore. Si tel avait été le cas, le fond diffus cosmologique porterait les traces de leur présence. Or, dans le fond diffus cosmologique, il n'y a pas d'étoiles. Donc là, on va aller dans le violet, comme on dit, hein, dans l'ultraviolet, et on va parler de la recombinaison. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à voir la recombinaison et le découplage du rayonnement. Mais on n'a pas, je vais pas, on va pas rentrer dans les détails. Donc on- on- il faut remonter à 380 000 ans dans le passé. Donc vous reculez de 380 000 ans et vous avez la recombinaison. Donc 380 000 ans après le Big Bang. Je rappelle qu'on est un compte à rebours. Alors que l'univers est 1000 fois plus chaud et un milliard de fois plus dense qu'aujourd'hui, les étoiles et les galaxies n'existaient pas encore. Ce moment, c'est même pas 380 000 ans en arrière, c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est 380 000 ans après le Big Bang, mais c'est faut aller des milliards d'années en arrière, hein. Donc, ce moment marque l'époque où l'univers est devenu suffisamment peu dense pour que la lumière puisse s'y propager. Il n'y avait pas de lumière, vous imaginez. Essentiellement grâce au fait que le principal obstacle à sa propagation était la présence d'électrons libres. Lors de son refroidissement, l'univers voit les électrons libres se combiner au noyau atomique pour former les atomes. Cette époque porte pour cette raison le nom de recombinaison.
Comme elle correspond aussi au moment où l'univers a permis la propagation de la lumière, on parle aussi de découplage entre matière et rayonnement. La lueur du fond diffus cosmologique a donc pu se propager jusqu'à nous depuis cette époque. Alors maintenant, on va s'approcher à 3 minutes du Big Bang. 3 minutes. Avec ce que l'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Alors, moins de 300 000 ans après le Big Bang, l'univers est composé d'un plasma, d'électrons et de noyaux atomiques. Quand la température est suffisamment élevée, les noyaux atomiques eux-mêmes ne peuvent pas exister. On est alors en présence d'un mélange de protons, de neutrons et d'électrons. Dans les conditions qui règnent dans l'univers primordial, ce n'est que lorsque sa température descend en dessous de 0,1 MeV, soit, imaginez bien, à 1 milliard de degrés, 1 milliard de degrés, que les nucléons peuvent se combiner pour former des noyaux atomiques. Il n'est cependant pas possible de fabriquer ainsi des noyaux atomiques lourds, plus gros que le lithium. Ainsi, seuls les noyaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium sont produits lors de cette phase qui commence environ 1 seconde après le Big Bang et qui dure environ 3 minutes. C'est ce que l'on appelle la nucléosynthèse primordiale, dont la prédiction, la compréhension et l'observation des conséquences représentent un des premiers accomplissements majeurs de la cosmologie moderne. Alors maintenant, on va parler de l'annihilation électron-positron. Voir, donc, juste, juste le voir vite fait. Hein. Pour ceux qui veulent détailler le truc, qui veulent s'arracher, qui se sentent suffisamment costauds pour affronter la difficulté du truc, peuvent s'amuser à en savoir plus. Donc, peu avant la nucléosynthèse primordiale, qui je rappelle débute à peu près à 3 milliards de degrés, 0,1 MeV, la température dépasse 0,5 MeV, ça veut dire 5 milliards de degrés, correspondant à l'énergie de masse des électrons. Au-delà de cette température, les interactions entre les électrons et les photons peuvent spontanément créer des paires d'électrons-positrons. Ces paires s'annihilent spontanément, mais sont sans cesse recréées tant que la température dépasse le seuil de 0,5 MeV. Dès qu'elle descend en dessous de celui-ci, la quasi-totalité des paires s'annihilent en photons, laissant place au très léger excès d'électrons issus de la baryogénèse. Voilà. Pourquoi baryogénèse, vous avez déjà le mot genèse dedans. On en parlera, justement. Maintenant, le découplage des neutrinos. Là, c'est de la science physique. Hein. Peu avant cette époque, la température est supérieure à 1 MeV, ça veut dire à 10 milliards de degrés. Ce qui est suffisant pour qu'électrons, photons et neutrinos aient de nombreuses interactions. C'est le nucléaire. Hein. Ces trois espèces sont à l'équilibre thermique à des températures plus élevées. Quand l'univers refroidit, électrons et photons continuent à interagir, mais plus du tout les neutrinos, qui cessent également d'interagir entre eux.
À l'instar du découplage que je viens de mentionner, qui concernait les photons, cette époque correspond à celle du découplage des neutrinos. Il existe donc un fond cosmologique de neutrinos présentant des caractéristiques semblables à celles du fond diffus cosmologique. L'existence de ce fond cosmologique de neutrinos est attestée indirectement par les résultats de la nucléosynthèse primordiale, puisque ceux-ci jouent un rôle indirect. La détection directe de ce fond cosmologique de neutrinos représente un défi technologique extraordinairement difficile, mais son existence n'en est aucunement remise en cause. Alors pour l'instant, les physiciens n'ont réussi qu'à prouver que le fond cosmologique primordial. Celui des neutrinos, un peu plus compliqué, parce que là on est vraiment loin en arrière. Alors maintenant on va parler de la baryogenèse. La physique des particules repose sur l'idée générale, étayée par l'expérience, que les diverses particules élémentaires et interactions fondamentales ne sont que des aspects différents d'entités plus élémentaires. Par exemple, l'électromagnétisme et la force nucléaire faible peuvent être décrits comme deux aspects d'une seule interaction qui s'appelle l'interaction électrofaible. Donc l'électromagnétisme et la force nucléaire faible sont deux aspects d'une seule interaction qui s'appelle l'interaction électrofaible. Plus généralement, il est présumé que les lois de la physique et par la suite l'univers dans son ensemble sont dans un état d'autant plus symétrique que la température est haute. On considère ainsi que par le passé, matière et antimatière existaient en quantité strictement identique dans l'univers. À chaque fois qu'il y avait une matière, il y avait l'antimatière. Les observations actuelles indiquent que l'antimatière est quasiment absente dans l'univers observable. La présence de matière est donc le signe qu'à un moment donné, s'est formé un léger excès de matière par rapport à l'antimatière. Lors de l'évolution ultérieure de l'univers, matière et antimatière se sont annihilées en quantité strictement égale, laissant derrière elles le très léger surplus de matière qui s'était formé. Comme la matière ordinaire est formée de particules appelées des baryons, la phase où cet excès de matière s'est formé s'appelle la baryogenèse. Donc au début c'était matière, antimatière. Ensuite, il y a eu un excès de matière appelé baryon et ça s'appelle donc du coup la baryogenèse. Très peu de choses sont connues sur cette phase ou sur le processus qui s'est produit alors. Par exemple, l'échelle de température où elle s'est produite varie selon les modèles de 10 puissance 3 à 10 puissance 16 GeV, soit entre 10 puissance 16 et 10 puissance 29 kelvins. Les conditions nécessaires pour que la baryogénèse se produise sont appelées les conditions de Sakharov, à la suite des travaux du physicien russe Andrei Sakharov en 1967. Donc là, on est dans des températures extrêmes. Alors, il y a eu aussi ce qu'on appelle l'ère de grande unification. Là, on est très peu de temps après le Big Bang, c'est dans l'ordre de moins d'une seconde. Un nombre croissant d'indications suggère que les forces électromagnétiques, faibles et fortes, ne sont que des aspects différents d'une seule et unique interaction. Celle-ci est en général appelée la théorie grande unifiée, ou GUT, en anglais pour Grand Unified Theory, ou ce qu'on a la grande unification.
On pense que celle-ci se manifeste au-delà des températures de l'ordre de 10 puissance 16 GeV, soit 10 puissance 29 kelvins. Il est donc probable que l'univers ait connu une phase où la théorie grande unifiée était de mise. Cette phase pourrait être à l'origine de la baryogenèse, ainsi éventuellement que de la matière noire, dont la nature exacte reste inconnue. Donc, si vous voulez en savoir plus, faites des recherches sous l'ère de grande unification. Faites aussi des recherches sous la baryogenèse. Mais bon, à mon avis, il faut faut être bon en sciences physiques, hein. C'est ce qui n'est pas mon cas. Bon, j'essaie de m'accrocher, de comprendre ce que je peux, hein. Alors maintenant, on va parler de l'inflation cosmique. Alors, voir l'inflation cosmique, le préchauffage et le réchauffage. Inflation cosmique, préchauffage, réchauffage, euh, dans le domaine de la cosmologie. Alors, le Big Bang amène de nouvelles questions en cosmologie. Par exemple, il suppose que l'univers est homogène et isotrope, ce qu'il est effectivement, du moins dans la région observable. Mais il n'explique pas pourquoi il devrait en être ainsi. Or, dans sa version naïve, il n'existe pas de mécanisme pendant le Big Bang qui provoque une homogénéisation de l'univers. La motivation initiale de l'inflation était ainsi de proposer un processus provoquant l'homogénéisation et l'isotropisation de l'univers. L'inventeur de l'inflation est Alan Guth, qui a été le premier à proposer explicitement un scénario réaliste décrivant un tel processus. À son nom, méritent aussi d'être associés ceux de François Engler et Alexei Starobinsky, qui ont également travaillé sur certaines de ces problématiques à la même époque, c'est-à-dire en 1980. Il a par la suite été réalisé, en 1982, que l'inflation permettait non seulement d'expliquer pourquoi l'univers était homogène, mais aussi pourquoi il devait aussi présenter de petits écarts à l'homogénéité comportant les germes des grandes structures astrophysiques. L'on peut montrer que pour que l'inflation résolve tous ces problèmes, elle doit avoir eu lieu à des époques extrêmement reculées et chaudes de l'histoire de l'univers, entre 10 puissance 14 et 10 puissance 19 GeV, soit 10 puissance 27 à 10 puissance 2 à 10 puissance 32 degrés. Donc c'est très 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 chaud, hein. Ah oui, donc du coup oui. Comparé maintenant où on est plutôt aux alentours de zéro, hein. C'est-à-dire au voisinage des époques de Planck et de la grande unification. L'époque de Planck, on verra ça juste après. L'efficacité de l'inflation à résoudre la quasi-totalité des problèmes exhibés par le Big Bang lui a rapidement donné un statut de premier plan en cosmologie, bien que divers autres scénarios, souvent plus complexes et moins aboutis, le pré-Big Bang, les défauts topologiques, l'univers ekpyrotique, aient été proposés pour résoudre les mêmes problèmes. Depuis l'observation détaillée des anisotropies du fond diffus cosmologique, les modèles d'inflation sont sortis considérablement renforcés. Le raccord avec l'ensemble des observations alliées à l'allégeance du concept font de l'inflation le scénario de loin le plus intéressant pour les problématiques qu'il aborde. La phase d'inflation en elle-même se compose d'une expansion extrêmement rapide de l'univers, pouvant durer un temps assez long d'ailleurs, à l'issue de laquelle la dilution causée par cette expansion rapide est telle qu'il n'existe essentiellement plus aucune particule dans l'univers, mais que celui-ci est empli d'une forme d'énergie très homogène. Cette énergie
est alors converti de façon très efficace en particules qui très vite vont se mettre à interagir et à s'échauffer. Ces deux phases qui closent l'inflation sont appelées le préchauffage pour la création explosive de particules et le réchauffage pour leur thermalisation. Si le mécanisme général de l'inflation est parfaitement bien compris, quoique de très nombreuses variantes existent, ceux du préchauffage et du réchauffage le sont beaucoup moins et font toujours l'objet de nombreuses recherches. Alors, et on arrive à l'ère de Planck, ce qu'on appelle la cosmologie quantique. Donc là, c'est pour les amateurs de physique quantique et de mécanique quantique. Au-delà de la phase d'inflation, et plus généralement à des températures de l'ordre de la température de Planck, on entre dans le domaine où les théories physiques actuelles ne deviennent plus valables, car nécessitant un traitement de la relativité générale, incluant le concept de la mécanique quantique. Donc même les physiciens... non, pas, non, pas. Non, tu peux te prêter On ton voit ton téléphone visage là. dans le téléphone à ton frère. Qu'est-ce que... Ouais, mais il est en bas. Tu peux pas attendre 5 minutes? Ben si, mais tu viendras lui porter. Oui, je viendrai lui porter. Il fallait taper avant de... Ah, ma vidéo, du coup, elle est gâchée, quoi. Au-delà de la phase d'inflation, et plus généralement à des températures de l'ordre de la température de Planck, on entre dans le domaine où les théories physiques actuelles ne deviennent plus valables, car nécessitant un traitement de la relativité générale, incluant les concepts de la mécanique quantique. Alors, cette théorie de la gravité quantique, non découverte à ce jour, hein, mais qui sera peut-être issue de la théorie des cordes, encore en développement, laisse à l'heure actuelle place à des spéculations nombreuses concernant l'univers à cette époque dite l'ère de Planck. Plusieurs auteurs, dont Stephen Hawking, ont proposé diverses pistes de recherche pour tenter de décrire l'univers à cette époque. Ce domaine de recherche est ce que l'on appelle la cosmologie quantique. Et donc là, si vous êtes un physicien, vous aimez la physique quantique, c'est pour vous. Et on va d'ailleurs terminer la vidéo par cela, la physique quantique. Et la prochaine fois, nous verrons les problèmes apparents posés par le Big Bang et leurs solutions. Voilà. Mais bon, là on entre dans la physique quantique, qui est une, qui est une physique qu'on ne peut pas expliquer parce que on entre dans le domaine de l'inconnu. Allez. Bon, si vous avez vu quelqu'un apparaître dans mon dos, c'était ma mère. Mais... bon, c'est pas grave, hein. J'ai pas eu le temps de l'arrêter. En fait, c'est mon frère qui veut le téléphone parce il a un problème d'ordinateur. Et il a besoin de mon téléphone pour régler son problème. Bon, je te dis, moi j'ai gueulé un petit peu, mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est parce que j'étais un petit peu en effet de surprise. Ok. Sur ce, je vous dis à plus. Je pense qu'on fera la vidéo, la deuxième partie, soit ce soir si j'ai le temps, ou soit demain, hein. Ou soit demain. De toute façon, ça peut attendre. Allez, sur ce, je vous dis ciao.
1h10, ça va. Je pensais que la vidéo allait faire 1h30, voire même plus. 1h10, je m'en sors pas trop mal. Allez, alors, faut que je retrouve mon téléphone portable. Je pense qu'il est en bas. Sur ce, ciao. Et amusez-vous bien.